C'est sous le thème Mieux vaut prévenir que mourir, ose parler du suicide que l'Association québécoise de prévention du suicide AQPS lance la 33e semaine nationale de prévention du suicide qui se déroule du 5 au 11 février 2023. Nous écoutons Jérôme Gaudreault, président-directeur général de l'AQPS, qui nous en dit plus sur le sujet et sur l'importance d'oser parler du suicide et encourager les gens à faire ce pas de plus puisqu'il peut véritablement sauver une vie. Bonjour, Jérôme Gaudreault, président-directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Est-ce que, avant qu'on aille parler plus de la semaine de prévention, est-ce que tu pourrais nous faire une présentation de l'AQPS pour ceux qui sont peut-être moins familiers et les services que vous offrez? Oui, alors l'Association québécoise de prévention du suicide, c'est une organisation communautaire à portée et mandat provincial. Dont le principal objectif, consiste à sensibiliser et mobiliser la population autour de la prévention du suicide. Donc, on travaille plus spécifiquement à informer, renseigner les gens, les sensibiliser sur les enjeux relatifs à la cause, leur présenter les ressources d'aide. On travaille aussi à sensibiliser les politiciens pour qu'ils puissent prendre des décisions favorables à la prévention du suicide. On déploie aussi des formations, des programmes de formation destinés soit aux intervenants spécialisés en prévention du suicide, soit aux citoyens. Donc, bon an, mal an, là, il y a environ 5000 personnes qui suivent une formation qui est proposée par l'association. Et on est maintenant mandataire de suicide.ca, qui est le service numérique québécois de prévention du suicide, qui offre une aide en ligne 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour l'ensemble de la province. Alors, quand tu parles il y a la prévention et qu'on entend que c'est une panoplie d'actions ou de gestes qui sont à notre portée. Est-ce que, parce que là on en revient à la semaine, là, tout le mouvement qui se fait pour la 33e année, c'est ça, c'est pour la 33e année. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, parce qu'il y en a qui sont peut-être moins familiers, qui n'ont jamais côtoyé ça, quand vous parlez d'une panoplie d'actions ou de gestes qui sont à notre portée, tu penses à quoi exactement? Ben, je pense que d'abord, je pense que si on veut faire réduire la problématique du suicide dans la province, il faut que tous et chacun s'engagent pour la prévention du suicide. Donc, moi, je suis convaincu que le jour où chaque Québécois, chaque Québécoise se sera dit non par rapport au suicide et se sera engagé à poser des gestes dans son entourage pour favoriser la prévention. Donc, que ce soit, par exemple, de faire la promotion des ressources d'aide, d'aller offrir de l'aide à quelqu'un qui va pas bien, je suis convaincu qu'on va être capable de réduire significativement les taux de suicide. On a réussi à le faire par le passé. Donc, parmi les gestes qu'on peut poser, c'est notamment d'approcher les gens quand on constate qu'il y a quelque chose qui va pas bien, d'aller valider ce qui se passe, même de poser la question à la personne à savoir si elle pense au suicide et de connaître les ressources d'aide. Donc, si moi, je vais pas bien ou je m'inquiète pour un proche qui va pas bien, il y a des ressources qui sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine à la grandeur de la province, qui est soit le 866 appel ou suicide.ca. Donc, de ne pas hésiter à rentrer en contact avec eux pour justement nous accompagner dans cette situation-là. Alors, on parle de reconnaître souvent les signes de détresse, mais pourquoi déjà, on entend souvent ça, c'est si difficile de faire ce pas, d'aller parler avec quelqu'un? Il y a deux éléments, je dirais. Le premier, c'est que il y a une gêne naturelle là d'aborder les questions plus difficiles auprès de nos proches. On sait pas trop comment gérer la situation, ça nous inquiète, mais on veut pas déranger la personne, on veut pas l'offusquer. Donc souvent on a tendance à se mettre ses propres barrières là par rapport à soi-même. L'autre élément aussi, c'est que les gens pensent que de parler du suicide, ça peut donner l'idée à la personne de s'enlever la vie. Donc, elle va pas bien, je n'irai surtout pas lui demander si elle pense au suicide parce qu'elle pourrait le faire. C'est pas comme ça que ça se passe. L'arrivée des idées suicidaires est un processus là, qui est plus ou moins continu, mais qui est pas instantané et soudain. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand on est en présence d'une personne qui va pas bien, au-delà de l'inconfort, c'est d'aller vers elle puis de mettre les mots sur ce qu'on perçoit. Hein, dire, regarde, j'ai remarqué ça depuis un certain temps, ça m'inquiète. Veux-tu m'en parler? Puis si la personne partage une vulnérabilité, une difficulté, d'aller poser la question claire et directe. Est-ce que ça va mal à un point tel que tu penses à t'enlever la vie? Ça permettra d'éluder la question, donc d'avoir une réponse. C'est peut-être la première occasion pour la personne qui va pas bien de s'ouvrir par rapport à ses idées suicidaires. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller se valider auprès d'une personne qui va pas bien.
Parce que si je comprends bien, c'est vraiment par palier, ce sont des étapes, comme vous dites, on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain avec des idées, et on pourrait peut-être le détecter si on est un proche ou bien en parler. Quand on parle de ces paliers-là, à quel moment est-ce que nous, des personnes de l'extérieur ou bien quelqu'un qui nous écoute et qui serait dans une situation peut-être de santé mentale difficile, d'ailleurs j'emploie le mot santé mentale, est-ce qu'on peut l'associer à ça? Oui, ben, 90%, dans 90% des cas de suicide, il y a généralement présence d'un trouble de santé mentale qui peut être mineur ou majeur. Ça peut être de l'anxiété, du stress ou des problématiques plus lourdes comme bipolarité, schizophrénie, par exemple. Par contre, c'est pas parce qu'on souffre d'un trouble de santé mentale qu'on est nécessairement condamné à avoir des idées suicidaires. La très grande majorité des gens qui vivent avec des troubles de santé mentale ne songent pas au suicide. Donc, c'est important là, de bien faire cette clarification-là. Mais je pense que ce qui est important de faire, c'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose qu'on perçoit qui nous inquiète, ben, c'est d'aller valider. Il y a des signaux. Une personne qui est suicidaire va partager des signaux. Ils sont pas toujours évidents à reconnaître, mais s'il y a des petites affaires qui nous inquiètent, par exemple, la personne a un discours tout à coup plus négatif, plus morose, alors que c'était pas nécessairement le cas avant. Des fois, la personne va affirmer clairement la volonté de s'enlever la vie, mais des fois, ça va être des messages plus subtils en disant j'ai trouvé une solution à mes problèmes, bientôt ma situation va être réglée. Donc, c'est des messages qui peuvent être à double sens. Quand la personne, ses habitudes de vie s'empirent, donc par exemple, la personne consomme plus ou au contraire ne dort plus, ne prend pas soin d'elle-même. Donc, ça aussi, c'est des signes. La personne a tendance à s'isoler. Donc, ça, c'est des petits signes qui peuvent être avant-coureurs d'une détresse plus grande. Donc, comme je disais, de pas hésiter à aller valider lorsqu'on perçoit ces signaux-là. Pour avoir un portrait un peu de la situation au Québec, si on voulait parler un petit peu en termes de chiffres pour que ceux qui sont moins familiers avec ce thème-là aient une idée un peu de quoi on parle, de la problématique au Québec au niveau peut-être d'un pourcentage. À tous les jours au Québec, 3 personnes s'enlèvent la vie, donc ça équivaut à environ 1100 suicides par année. Là, bon an, mal an, là, on a toujours plus ou moins 50 autour de ça. Ce qui nous rassure, c'est que les taux ont tendance naturellement à diminuer compte tenu de la croissance de la population. Ce matin, l'Institut national de santé publique a publié la mise à jour des données statistiques sur le suicide pour l'année 2020. Et en 2020, c'est l'année où les taux, historiquement, sont les plus bas. Donc, autant chez les hommes que dans la population en général. Donc, c'est des données ça nous rassure dans la mesure où la situation n'empire pas, mais il reste qu'à tous les jours, il y a 3 personnes qui perdent la vie. Il y a 80 personnes qui font une tentative de suicide, puis il y a 300 personnes qui pensent sérieusement à mettre fin à leur jour aujourd'hui même. Donc, c'est une problématique qui touche énormément de gens et qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, dans les outils que vous proposez, là, vous avez lancé un nouveau site Internet qui oserparlerdusuicide.com, qui offre plusieurs outils aux internautes. Alors, des outils, est-ce que c'est pour les gens qui accompagnent ou peut-être pour les deux types de personnes? Oui, en lançant le nouveau site oseparlerdusuicide.com, notre objectif, c'est d'aider les gens à peut-être briser la barrière de l'inconfort. Donc, justement, là, d'avoir des trucs pour être capable d'aborder cette conversation, avoir cette conversation sensible-là avec quelqu'un qui nous est cher. Comment je peux parler de ce sujet-là avec quelqu'un qui va pas bien. Donc, on donne des signes. Il y a même une mise en situation là, qui est présentée. Donc, de façon à ce que les gens puissent s'outiller eux-mêmes là, pour se donner confiance pour avoir cette conversation-là. Donc, oseparlerdusuicide.com est un outil, mais il y en a d'autres. On peut aussi appeler au 1-866 appel, parler à un intervenant pour lui demander des conseils ou poser des questions, dire écoute, j'ai remarqué ça, est-ce que ça devrait m'inquiéter? Là, l'intervenant va être en mesure de nous accompagner puis de nous suggérer les bonnes actions à prendre. Donc, ce tourne beaucoup, ce que j'entends, c'est vraiment au niveau de la communication, en fait, de la prévention, c'est vraiment une question de partage d'informations et puis d'essayer de faire en sorte que les gens puissent s'ouvrir. Absolument. Le suicide, c'est pas une fatalité. Hein. C'est possible de le prévenir. La preuve en est qu'on a réussi à réduire du tiers le nombre de décès par suicide en 1999 et 2007. Donc, il y a des gestes qu'on a posés qui donnent des résultats, puis on connaît les mesures qui peuvent être efficaces. Donc, maintenant, il s'agit vraiment de les appliquer et la communication préventive est vraiment un atout très, très important dans notre objectif qui vise toujours à resserrer le filet de sécurité autour des personnes qui sont plus vulnérables. Donc, si on a davantage de gens qui sont en mesure de reconnaître les signes, qui sont en mesure d'avoir cette conversation-là avec des proches, on va toujours agir davantage en amont
avant qu'une situation chez quelqu'un, même avant même d'avoir des idées suicidaires, si on agit en amont, ben peut-être qu'on va prévenir au bout du compte un suicide sans même que la personne ait des idées suicidaires. Donc, de là l'importance de la communication autour de la prévention. Puis pour cette semaine de la prévention du suicide, vous avez fait appel à un ambassadeur. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus? Oui, ben on est très heureux de compter sur la collaboration d'Hubert Proulx, là, comédien qu'on connaît notamment dans plusieurs téléromans dont Léo. Hubert est quelqu'un qui a vécu des moments un peu plus difficiles dans sa vie et aujourd'hui va mieux, mais regrette de peut-être pas avoir demandé d'aide au moment où ça allait moins bien. Donc aujourd'hui, ben justement, il essaye de propager les messages puis apporte du soutien, du réconfort à d'autres personnes justement parce qu'il comprend puis il sait que quand on est tout seul, quand ça va moins bien, ben d'avoir quelqu'un sur qui on peut mettre une main sur une épaule, ça peut vraiment faire une différence. Donc on est très heureux d'avoir Hubert avec nous cette semaine. Alors quand je parcourais votre site internet, là, on parle souvent de déconstruire des mythes qui entourent le suicide. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il y a des mythes d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il y a des mythes autour de ça? Il y a des mythes très importants autour du suicide. Là, j'en nommais un tout à l'heure avec la question de parler du suicide. Ça ne viendra pas de donner l'idée. Il n'y a pas de danger là connu là à aborder cette question-là avec une personne quand c'est fait de manière bienveillante. Je pense que parmi les autres mythes aussi, souvent ce qu'on entend, c'est que le suicide, c'est une affaire de choix. Hein. C'est un choix personnel de s'enlever la vie ou de rester en vie. Or, c'est tout à fait faux. On ne se suicide pas parce qu'on fait le choix de se suicider. On se suicide parce qu'on est devant une absence de choix. C'est-à-dire que on est dans une situation où on pense que la situation ne changera jamais, on pense qu'on ne vaut rien, on pense que personne ne peut nous aider. Donc, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve dans un cul-de-sac et où notre souffrance, elle est qualifiée d'insurmontable. Donc, c'est pour ça que on en arrive à s'enlever la vie parce qu'on voit pas d'autres options devant nous. Donc, ça, je pense que c'est très important. On ne se suicide pas parce qu'on veut bien se suicider, mais on se suicide parce qu'on vit une très, très grande souffrance et c'est la seule option. Or, c'est pour ça que c'est important dans l'entourage d'être attentif à ce qui se passe parce que quand on est enfermé un peu dans cette prison-là où on pense qu'on ne veut rien et que personne ne peut nous aider, ben on a peut-être de la difficulté à voir les options qui s'offrent à nous. Et de là, l'importance en tant que proche d'être capable de se tourner et d'accompagner vers quelqu'un, d'accompagner quelqu'un qui va moins bien parce que justement, cette personne-là a peut-être plus de difficulté à voir ce qui s'offre à elle. Est-ce qu'avec le temps, vous avez des données qui permettent de faire une corrélation entre... Bon, là, on parle que ça a diminué, donc il y a eu peut-être une période où ça a augmenté aussi, c'est arrivé à un pic, une corrélation qui fait que dans notre société, on en vient à ça? Oui, ben c'est une très grande question parce que quand on regarde, quand on recule de 50, 60 ans et plus, on se retrouve dans une société au Québec où le catholicisme est à son paroxysme. La pratique de la religion amène des sentiments de communauté très, très forts. En même temps, le suicide est un tabou, donc si on se suicide, on va être excommunié. C'est aussi interdit par la loi de se suicider, aussi absurde que cela puisse paraître. Donc, il y avait beaucoup d'interdits sociaux. Et avec la désacralisation de la société, la montée de l'individualisme dans les années 60-70, le suicide est tranquillement apparu comme étant une option dans le coffre à outils quand ça va moins bien. Et malheureusement, on a été très, très tard à réagir par rapport à ça. C'était très tabou encore. On n'osait pas en parler. Et le problème n'a fait que s'aggraver là, au fil des ans, jusqu'à temps que dans les années 80, 90, il y a des gens qui commencent à dire là, on a un problème avec le suicide et on ne fait rien. Donc, on doit développer. C'est à ce moment-là que les centres de prévention du suicide ont commencé à apparaître au Québec. Donc, on commençait à développer des techniques, les stratégies, les lignes téléphoniques d'intervention aussi ont commencé à faire leur apparition. Mais le suicide continue à grandir jusqu'à temps qu'au milieu des années 90 au Québec, on constate que le suicide était considéré comme un problème insurmontable et incontrôlable. Donc, c'est les premiers moments où là, le gouvernement a dit, on va mettre en place des stratégies universelles, globales, qui vont faire en sorte qu'on va améliorer la trajectoire de service, qu'on va faire, la semaine de prévention du suicide est arrivée dans ce contexte-là, la ligne 1866 est arrivée dans ce contexte-là, et qu'on a mis en place ces mesures-là qui ont fini par avoir un impact et permis de réduire le taux de suicide de manière assez appréciable au Québec. Depuis ce temps-là, on continue à mettre de l'avant des nouvelles stratégies, des nouvelles mesures qui permettent de s'assurer que le phénomène ne s'empire pas. Mais pour nous, c'est pas assez. Il faut qu'on mette davantage de mesures en place pour faire en sorte qu'on réduise la problématique du suicide
de manière plus importante. Pour terminer, est-ce que tu voudrais nous faire un rappel des outils de communication que les gens peuvent aller vérifier, que ce soit Internet ou un téléphone, pour avoir plus d'informations? Oui, alors on invite les gens à aller visiter le site Ose parler du suicide pour justement être capable d'apprendre des conseils, à savoir comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là avec quelqu'un qui va pas bien. Si on ne va pas bien ou si on s'inquiète sérieusement pour un proche, en tout temps, on peut appeler au 1-866-APPEL ou bien clavarder avec un intervenant au suicide.ca ou en textant le 535353 de manière à avoir une aide professionnelle immédiate pour nous aider à nous accompagner dans une situation pas facile. Mais merci beaucoup, Jérôme Goudreau, pour votre temps. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine. Puis, de toute façon, après la semaine, les services ne s'arrêtent pas. Donc, ça continue. Vous êtes présent tout au long de l'année pour accompagner les gens. Bien, merci beaucoup. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.